Bonjour à tous, bienvenue pour cette webconférence qui a pour thème l'avenir de la logistique. Un vaste sujet qu'on va aborder à travers ses différents aspects techniques, technologiques, environnementaux. Et pour aborder précisément tous ces points, un panel d'experts à qui je vais demander de bien vouloir se présenter, en commençant par mon voisin de gauche. Bonjour Marc. Bonjour, Marc Esposito, donc, je suis directeur innovation chez GSE. Donc, GSE est un contractant général en immobilier d'entreprise, c'est-à-dire qu'on conçoit et construit des bâtiments d'immobilier d'entreprise, donc des bâtiments industriels, tertiaires, data centers et bien sûr des bâtiments logistiques qui restent notre cœur de métier. Merci beaucoup. Bonjour Vincent. Bonjour Jean-Philippe. Donc Vincent Poisson, je suis directeur du conseil en supply chain au sein de CBRE. CBRE, en quelques mots, c'est le numéro 1 mondial du conseil en immobilier d'entreprise sur toute classe d'actifs. Et en France, du moins, dans le monde, nous sommes plus de 140 000 dans 100 pays. En France, numéro 1 sur le marché de la logistique. Et justement, nous accompagnons nos clients à la fois sur la supply chain, à la fois sur l'immobilier, dans leurs enjeux, différents enjeux, au carrefour de la performance, de la localisation, et on en parlera dans le choix des localisations, et évidemment dans l'empreinte des territoires. Donc voilà, on est à la fois à l'interface entre l'immobilier et la logistique. Bon, on y reviendra tout à l'heure. Bonjour Mathieu. Bonjour, Mathieu Portal, directeur de Confluence en France, du groupe GSE. Donc Confluence est une société qui a été créée par GSE en 2017, dont le métier est de développer des opérations logistiques, industrielles et depuis peu data center. Ça a démarré en Italie et depuis 2021 en France. Donc en France, on est une équipe de 8 personnes où on monte des opérations à destination de nos clients, investisseurs ou développeurs, ou des clients aussi utilisateurs, donc logistique, par d'activité, industrie, data center. Actuellement en France, Confluence, c'est 3 opérations développées et réalisées, logistique et par d'activité, et actuellement environ 150 000 m² en cours de développement, y compris opération d'aménagement, et en ce moment une opération data center en développement. Très bien, merci. Bonjour Pierre. Bonjour, donc Pierre Pagès, directeur développement chez GSE à la logistique. La logistique chez GSE, rapidement, c'est à peu près une centaine de personnes. C'est l'activité phare du groupe GSE, puisqu'historiquement, on vient de là. Et en termes de développeurs, on est 4 à s'occuper de ce secteur-là pour le compte de le marché français, je dirais, où on adresse des investisseurs, des développeurs et des utilisateurs selon les cas. Merci Pierre. Et pour finir ce tour de table, Louise. Bonjour Louise. Bonjour, donc Louise Roger, moi je suis responsable de l'asset management logistique pour AEW en France. Donc AEW, c'est un gestionnaire d'actifs pour compte de tiers. Pour la logistique, on a des actifs placés dans 8 pays aujourd'hui en Europe. Pour la France, pour donner quelques chiffres, en termes de volume, c'est plus de 100 bâtiments sous gestion, soit 2,7 millions de mètres carrés. Et on travaille quotidiennement avec nos plus de 200 locataires dans leur gestion courante. D'accord, très bien. Merci beaucoup. Vincent nous a parlé du foncier, qui est de plus en plus compliqué à trouver. On a un contexte qui est assez contraint aujourd'hui, avec notamment la loi ZAN. Comment, alors, justement, vous, en tant que cabinet conseil, comment vous accompagnez vos clients pour la recherche du foncier et leur trouver la meilleure localisation possible dans ce contexte extrêmement contraint ? C'est vrai que c'est de plus en plus contraint. En fait, il y a les élections municipales bientôt. Les politiques doivent choisir, avec les fonciers disponibles sur leur territoire, choisir entre de l'immobilier résidentiel, choisir avec la logistique aussi. Quel choix faire ? C'est pas facile pour eux de faire ces choix. On a besoin de logistique. On a besoin de créer des mètres carrés pour livrer les clients en France. Et donc, il y a une contrainte en effet sur la logistique. Les locaux, les élus ne veulent pas forcément de camions et de bâtiments comme on peut voir sur les images. Et donc il faut attirer. Évidemment, la logistique crée de l'emploi. Donc ça, c'est un vrai facteur. Et donc, comment faire ? Comment on conseille, vous me demandiez, nos clients ? Eh bien déjà, il faut convaincre que la logistique est un actif dont on a besoin pour industrialiser. Il n'y a pas d'industrie sans logistique. Et le deuxième point, c'est aussi bien transformer ce qui existe aujourd'hui, des friches, et souvent malheureusement des friches industrielles, qui sont transformées pour faire de la logistique.
On a quelques exemples, la friche Knorr à Dupigheim, qui a fermé il y a 5-6 ans, aujourd'hui, qui est devenu un centre logistique. Et il y a d'autres sujets en France où on transforme de l'industrie en logistique. Ouais. C'est quand même de plus en plus compliqué de convaincre les élus, les associations. Je voyais encore hier, là, il y a un bâtiment à Gennevilliers là, qui était retoqué par... c'était un bâtiment à étage et qui pourtant avait une vocation à faire du fluvial, donc c'était plutôt pas mal et finalement... Et c'est pas que les élus en fait qu'il faut convaincre, c'est tout un environnement. Tout un environnement. Beaucoup d'associations environnementales, parce qu'il y a des impacts. La loi ZAN d'un côté, mais il y a aussi les espèces protégées. Donc comment on gère ces sujets-là? Il faut environner et surtout faire participer ces associations dans le choix. Les intégrer dès le départ. Les intégrer dès le départ et voir comment on peut éviter d'impacter l'environnement. Et ça nous est demandé par la loi. Ça, c'est vraiment un sujet que... C'est vrai que le contexte ZAN, la localisation est le premier paramètre des utilisateurs quand ils arrivent sur l'expression d'un besoin. Et le contexte ZAN a complexifié les développements de projets, a fléché les friches. Et avec ça, a entraîné tout un ensemble d'effets ou d'impacts sur les développements de projets qui compliquent finalement le développement d'un projet immobilier. La friche, c'est des enjeux techniques, de pollution, de sol, mais la loi ZAN, on a mis les projecteurs sur les enjeux environnementaux pour éviter d'aller artificialiser des zones agricoles ou naturelles, mais on retrouve ces mêmes enjeux sur les friches aussi industrielles. Donc la friche industrielle, il y a une première couche de difficultés liées à la maîtrise des enjeux techniques quand un opérateur veut se positionner, il y a souvent un équilibre économique qu'il cherche à trouver. La friche industrielle pose beaucoup de points d'interrogation. Là où on se dit le processus d'autorisation administrative sera plus simple parce qu'il y a moins d'impact environnemental, ce n'est pas tout à fait vrai. Une friche n'est pas exempte d'enjeux environnementaux. Et l'effet un peu pervers du ZAN, c'est qu'on a tellement concentré sur attention aux enjeux environnementaux, on les regarde aussi sur les friches. Donc des fois, c'est double peine. Et c'est vrai que le ZAN, il y a ces effets un petit peu... Ça a changé la méthode. C'est devenu un métier de haut niveau, où on ne peut plus aborder le développement immobilier comme on le faisait peut-être il y a 10-15 ans. Un terrain vide, une autorisation et je construis. On engage beaucoup d'études pour cerner les enjeux, parce qu'un industriel doit se projeter, enfin un utilisateur, pardon, un logisticien doit se projeter, il veut savoir où il va. Et une friche amène des inconnus. Le ZAN a mis en avant les enjeux environnementaux qu'on retrouve aussi sur les friches. Et ça nous oblige à revoir la méthode. Vincent a raison, il faut parler au territoire, parce que le ZAN réduit l'offre foncière. Les friches ont toujours existé, sauf que maintenant on y va. Par la contrainte, on y va. Mais l'offre foncière se réduit, les territoires ont des vrais enjeux de est-ce que je fais du résidentiel, de la logistique, du data center ou de l'industrie. Donc ce sont des parties de plus en plus prenantes de l'attribution du foncier à un opérateur. Donc accéder à un foncier pour amorcer un développement est de plus en plus compliqué. Donc, la méthode est différente, on communique plus avec les territoires. Et les territoires, c'est les collectivités, mais les associations, les riverains, c'est vrai que... Et c'est bien, mais chacun a son avis, c'est bien, c'est beaucoup plus ouvert, c'est plus compliqué. On met de plus en plus de barrières, ou en tout cas de contraintes. Et ça revoit aussi la méthode pour nous, concepteurs, et aussi utilisateurs, parce que c'est les thèmes d'après, mais on revoit la conception, parce que le moindre mètre carré qui est constructible, il faut densifier. C'est l'enjeu de tous. Mais du coup, on va chercher de la hauteur, on va chercher des nouveaux process pour créer plus de volume, ou en tout cas de stockage. Donc ça revoit toute la méthode, en fait, de conception et d'utilisation. Toute la chaîne d'acteurs se repose la question. Alors, on va voir tout au long du débat que les bâtiments sont de plus en plus sobres, de plus en plus écologistes. Enfin, en tous les cas, pour ce qui est des acteurs de l'immobilier qui sont les plus vertueux, on s'aperçoit qu'aujourd'hui, il y a quand même un certain nombre de mesures et qui sont contraintes aussi par les règlements. Je pense notamment au décret tertiaire, au BAX, enfin tout ce qui permet de maintenir justement ces bâtiments dans un cadre très, très strict. Et puis également les certifications dont on va parler également tout à l'heure. Alors,
Pour commencer, on va peut-être parler des performances énergétiques. Comment fait-on aujourd'hui pour que ces bâtiments soient les plus sobres possibles? Et est-ce qu'il y a des méthodes, des techniques, des technologies qui permettent justement de les maintenir à un bon niveau, un niveau optimum en termes de consommation énergétique, Marc? Oui, alors moi j'aime bien parler d'optimum, et vous avez les mots sont importants. Il y a la performance et il y a la sobriété et il y a l'optimisation. Et c'est hyper important de le comprendre parce que finalement, la sobriété et la performance, c'est deux choses différentes. La performance, on va dire, c'est comment consommer moins. Ouais. La sobriété, comment consommer moins avec de l'investissement. La sobriété, c'est plutôt comment consommer moins sans investissement. C'est un peu comme ça que je le définirais. Et souvent, on confond les deux. Par exemple, l'isolation d'un bâtiment, c'est de la performance énergétique, ce n'est pas de la sobriété énergétique. Je pense qu'il y a beaucoup de nos auditeurs qui le classeraient naturellement dans la sobriété énergétique. Non, quand on isole un bâtiment, on va investir de l'argent et même du carbone dans de l'isolation pour faire des économies d'énergie, donc des économies d'argent et de carbone. Et donc, il y a un optimum en réalité, parce que les derniers centimètres d'isolant, ils ne sont pas aussi efficaces que les premiers. Donc, à un moment donné, on perd cette économie. La bonne nouvelle, c'est que quand on la perd en économie, on la perd aussi en général sur le carbone. Donc, finalement, cet optimum, il est à la fois valable pour le portefeuille du client et pour la planète. Donc, ça, c'est plutôt la bonne nouvelle. Mais donc, il y a des optimisations à trouver. C'est vrai que chez GSE, on fait attention à systématiser la performance énergétique dans un contexte de rentabilité économique et rentabilité carbone. Et ça permet vraiment de prendre des décisions éclairées. Donc c'est le cas sur l'isolant, et c'est vraiment le cas sur nos bâtiments logistiques. Et trop isoler un bâtiment logistique n'a aujourd'hui en tout cas pas de sens ni économique ni écologique, notamment parce qu'on a des isolants en laine de roche qui sont contraints par les réglementations, qui sont très carbonés. Les performances énergétiques d'un chauffage, c'est un peu la même chose. Hein. Les derniers grammes de performance, ils coûtent souvent très cher pour ce qu'ils apportent. Et donc, on va réfléchir à deux fois. Passer aujourd'hui d'une chaudière gaz à une pompe à chaleur, c'est devenu pratiquement la norme parce qu'on y trouve cette économie ou ce coût complet qui est positif. Aller chercher au-delà, par exemple la géothermie, aujourd'hui on a besoin de subventions pour y arriver. La GTB, alors ça, c'est effectivement une très bonne idée, parce que la GTB, pour le coup, je le classe presque plus dans la sobriété que dans parce que les investissements sont très minimes, et c'est en fait finalement l'outil qui permet de faire de la sobriété à bon compte. Et donc là, pour le coup, les rentabilités, qu'elles soient en euros ou en carbone, sont très bonnes, à condition d'être bien utilisé, parce que finalement la GTB seule, ce n'est rien. Il faut qu'il y ait un utilisateur qui la suive, la regarde, l'exploite, l'entretienne d'ailleurs également, parce que c'est du numérique, ça tombe en panne un peu plus souvent que le reste du bâtiment. Donc, mais oui, la GTB est un vrai sujet. Et d'ailleurs, l'État, pour le coup, s'y est pas trompé, parce que les réglementations, décrets tertiaires, décrets BACS, on les met souvent ensemble. Hein, pour rappel, décret tertiaire, c'est l'obligation pour tous les bâtiments tertiaires de diminuer les consommations énergétiques. Le décret BACS, combien donc on est à l'horizon 2030. Un premier step à l'horizon 2030 qui demande de faire une économie substantielle, puisque c'est 40% d'économie d'énergie par rapport à ce qui se faisait avant 2020. C'est également des valeurs absolues qui ont été trouvées, qui sont globalement 40% en dessous de ce qui était constaté en 2020, parce que les bâtiments neufs, finalement, n'ont pas de référence et vont devoir atteindre quand même ces mêmes objectifs. Et le décret BACS, qui est l'obligation, là aussi échelonnée, mais on y arrive. Hein, l'obligation, elle existe déjà sur tous les bâtiments neufs de plus de 70 kW de puissance thermique. Elle est en train d'arriver aussi sur tous les bâtiments existants. Et donc ça va ensemble, parce que finalement, la GTB, c'est vraiment... on va presque dire que sur un bâtiment ancien, ça peut faire la moitié du chemin du décret tertiaire. C'est un vrai sujet pour vos locataires, la maîtrise énergétique des bâtiments? Alors oui, tout à fait, à la fois pour les utilisateurs, mais aussi pour nos clients investisseurs, parce que aujourd'hui, donc sur les bâtiments neufs, on est en recherche d'innovation, on teste et on travaille notamment avec GSE par exemple, mais des nouvelles technologies pour faire baisser globalement effectivement les consommations des bâtiments. On a aujourd'hui plein de leviers très importants, mais l'usage du bâtiment, celui-ci est un levier majeur en réalité. On le voit, quand il y a eu une crise énergétique, tout le monde a réduit ses consommations pour des raisons économiques pures, ce qui fait des baisses de consommation drastiques, et les entrepôts continuaient de vivre. Donc on a un levier énorme de partenariat avec l'utilisateur.
c'est une responsabilité de l'investisseur d'aller le former et de l'accompagner là-dessus, puisque eux, leur business premier, c'est vraiment la logistique. Donc, c'est aussi à nous, propriétaires de l'immeuble, de les accompagner dans tout ce parcours. C'est pas forcément évident. Donc, quand on a installé des GTB, on voit bien que c'est pas toujours accueilli comme étant effectivement un équipement qui va leur permettre demain de faire des économies. Il faut former, reformer, il faut le faire continuellement pour que l'équipement soit utilisé. Sinon, il ne sert absolument à rien dans le bâtiment. Donc oui, tout à fait, c'est une vraie demande pour nous, investisseurs, de faire baisser les consommations dans le cadre réglementaire, mais de toute façon dans le cadre de notre stratégie plus globale, mais aussi pour accompagner nos utilisateurs à baisser même simplement l'économie de leur bâtiment. Quand il y a des investissements comme ça, comment ça se passe ? Il y a un dialogue qui s'opère entre les locataires et les propriétaires ? Un investissement type l'installation d'une GTB ? Par exemple. C'est ça, ouais. Alors, effectivement, les textes réglementaires, quand ils ne viennent globalement jamais encadrer la répartition, donc c'est-à-dire qu'ils ne sont pas clairs sur est-ce que la borne de recharge doit être installée par le bailleur ou par l'utilisateur. Donc, il y a soit le cadre contractuel des baux qui peut complètement rentrer dans encadrer en tout cas ce point et cette répartition économique. Après, c'est un dialogue avec les utilisateurs. Le dialogue est facilité quand il y a un gain qui est d'énergie, et donc un gain financier qui est quantifiable derrière, qu'on sait démontrer. Dès l'investissement, c'est un petit peu plus simple. Sur la GTB, c'est pas toujours évident de dire. On sait qu'à la fin de l'année, on l'installe au 1er janvier, au 31 août, vous aurez économisé tant d'euros, donc on peut se le répartir. C'est pas si simple avec les GTB. Donc là, les échanges sont plus compliqués. Mais il y a encore des systèmes de subventions, notamment, qui nous permettent de travailler certains projets, que ce soit sur les GTB, mais la géothermie, les pompes à chaleur, qui facilite un peu cet échange. Et puis le solaire aussi, en général, les panneaux, c'est dans la conception du projet, mais il y a quand même d'autres, des bâtiments aussi qui se mettent au solaire. Tout à fait. Alors sur les bâtiments anciens, ça peut être assez compliqué puisqu'on n'a pas forcément la structure nécessaire. Donc ce sera dans le cadre plutôt de travaux de restructuration plus importants qu'on rentrera des projets de panneaux solaires. Sur les bâtiments neufs, évidemment, aujourd'hui, ça rentre totalement dans les standards. Après, il reste une source de solaire qui est sur les parkings en logistique. On a quand même des zones de parking assez importantes. On voit que ce n'est pas si simple aujourd'hui tout de même, en fonction de l'orientation, du découpage des parkings, d'obtenir des sources de solaire très très importantes. Pour autant, là, il y a une demande des utilisateurs, que ce soit pour aussi une question d'image, une question d'économie d'énergie, il y a même d'indépendance, d'autonomie aujourd'hui. Il y a une demande des utilisateurs sur l'installation de photovoltaïque. On arrive à travailler avec eux sur ces sujets. Pierre, comment on peut savoir si on est à un bon niveau, si on a vraiment atteint l'optimum, comme disait Marc tout à l'heure ? Est-ce qu'il y a des moyens de se comparer ? Je sais par exemple qu'Afilog a mené une enquête pour permettre aux locataires, aux propriétaires de se benchmarker avec d'autres bâtiments. Est-ce que c'est quelque chose, est-ce que c'est une bonne piste ? Comment vous, en tant que contractant général, vous positionnez par rapport à ça ? Je veux dire, au moment de la conception du bâtiment, on mène un certain nombre d'études et GSE monitore ces bâtiments depuis un certain nombre d'années, donc on a une base de données, je dirais, des consommations de nos bâtiments, et lors de la phase de conception, on arrive à modéliser les consommations futures d'un bâtiment. L'équilibre est parfois un petit peu délicat à trouver lorsqu'on travaille pour un développeur investisseur dont il ne connaît pas l'utilisateur à l'instant T au moment où on est dans la conception. Et comme le disait Marc, tout dépend comment on utilise son bâtiment et comment j'utilise ma GTB pour avoir réellement un retour sur investissement. On essaye d'imaginer le scénario des possibles et d'encadrer des choses pour rassurer le développeur ou l'investisseur lorsqu'on est dans ce cas de figure-là. Et même lorsqu'on travaille avec un utilisateur directement, en clair main utilisateur, je dirais que les usages qu'a l'exploitant de son bâtiment ne sont pas toujours bien arrêtés et on a besoin de faire un effort de pédagogie et d'accompagner une fois que l'entreprise est installée dedans pour maîtriser cet outil et arriver à avoir les gains sur investissement qu'il espère avoir dès le départ. Je veux dire, c'est encore plus vrai quand c'est des entrepôts sous température dirigée, par exemple. Là, les gains peuvent être très importants. Là. C'est presque plus facile. C'est plus parce que l'on sait qu'il faut fermer les portes pour avoir. Très bien, et là, il y a vraiment beaucoup d'investissements rentables au final dans ce domaine. C'est aussi ça qui est intéressant, c'est qu'on voit que c'est des sujets nouveaux où tout le monde aussi un peu se cherche. Et ça amène des discussions au moment des contractualisations qu'on n'avait pas il y a 5-6 ans. C'est justement qui prend les responsabilités, qui prend les engagements financiers, et quels gains on peut avoir, et qu'est-ce que l'on met en place. Et aujourd'hui, ça fait partie intégrale du bail, avec des annexes, ou en tout cas, et on vient se revoir. Ça ouvre la discussion aussi entre bailleurs et preneurs
sur ces sujets environnementaux. On a réciproquement tous besoin pour les bailleurs des locataires, on a besoin de connaître les consommations, on a besoin d'échanger avec eux là-dessus, et ils ont aussi besoin de l'investisseur, alors que ce soit pour investir directement, mais aussi pour mettre en place de nouveaux équipements. C'est aussi un sujet qui est amorcé très tôt par les territoires. On le voit de plus en plus, mais on a des fonciers que les collectivités mettent plus à la vente, mais à la location, et ils sont de plus en plus regardants sur ce qui va être construit. Ils sont regardants sur qui va venir, les impacts sur le territoire en termes d'emploi ou de retombées économiques, mais ils ne veulent plus le bâtiment d'avant, lambda, sans regarder l'impact énergétique, parce que c'est au cœur de tous les citoyens. C'était il y a 2-3 ans l'hiver, tout le monde avait peur de devoir couper le chauffage en plein hiver, donc on s'est tous dit, la réserve, malgré qu'on est un gros producteur d'électricité, qu'on soit la France un gros producteur d'électricité, on a tous d'un coup compris que la ressource électrique, elle n'était pas inépuisable et qu'il fallait faire attention aux consommations, mais aussi l'eau. Un bâtiment qui s'implante logistique, on imperméabilise beaucoup, quid de ce rejet d'eau pluviale en aval de ces bassins. Donc la problématique environnementale, la performance énergétique, mais sous tous les angles, la consommation, mais aussi les rejets, que ce soit, je parle de l'eau, mais on vient puiser de l'eau, si on fait de la géothermie, on va soulever beaucoup d'interrogations, il faut amener beaucoup de pédagogie. Ce qui est intéressant sur ces sujets-là, c'est que toutes les parties prenantes, de plus en plus de parties prenantes sont autour de la table pour s'interroger. Et le groupe GSE, mais c'est est outillé aujourd'hui pour amener certaines réponses. On n'a pas la réponse à tout, mais justement pour amener, il y a beaucoup de pédagogie, d'explications. Parce que l'équilibre, l'optimum énergétique, économique, bien sûr, tout le monde le recherche, mais énergétique est de plus en plus scruté dès l'amont des projets. Ouais. Mais bon, il y a quand même cette prise de conscience et puis cette obligation aussi, parce que vos clients, qu'ils soient industriels ou distributeurs, ils ont effectivement des objectifs économiques à atteindre, et ça en fait partie, mais ils ont aussi des objectifs en termes de réduction de CO2, et ça, ils sont obligés aussi d'en tenir compte, j'imagine, dans leur projet, quoi. Dans la question, il y a deux options. Effectivement, sur la partie du coût de construction ou l'impact carbone d'un bâtiment, on sait le mesurer aujourd'hui, mais après, une grosse part de la consommation de bâtiment, c'est son exploitation. Et là, les usages qu'on en fait et les habitudes qu'ont les gens est très important dans la consommation énergétique d'un bâtiment. Si on oublie, c'est comme chez soi, si on oublie de fermer la porte ou la fenêtre en partant le matin, forcément, il fera plus frais le soir en arrivant et on aura besoin de chauffer un peu plus. Et je dirais qu'on se rend compte qu'il y a une grosse part des économies à faire dans la façon dont on exploite un bâtiment. Et c'est vrai que nous, dans la phase de conception et même un investisseur, prendre des engagements là-dessus, c'est toujours conditionné à la façon dont il va être exploité. Donc cette discussion, elle est tripartite et il faut, et je crois qu'on a tous un devoir presque d'éducation ou de pédagogie, le mot est plus élégant, vis-à-vis des exploitants pour arriver à tendre vers cette sobriété énergétique que tout le monde espère, quoi. Oui, Mathieu voulait compléter. En fait, ça s'inscrit dans ce que dit Pierre, mais c'est vrai que dans l'étape, il y a plusieurs étapes dans un programme immobilier, et c'est vrai qu'avant même, tout se fait en parallèle, mais avant même qu'un projet sorte, il faut qu'il soit autorisé, il faut qu'il y ait une acceptation du territoire, du politique et du public. Et là où avant on obtenait des autorisations, puis après on se posait la question de comment je vais le concevoir de manière optimale, non, il faut se poser la question dès qu'on a fait le choix de la localisation, parce que le territoire va nous dire qui vient, quelle retombée, mais quel bâtiment vous faites. Qu'est-ce que une mairie, un territoire se soucie de l'impact environnemental du projet qui va venir dans sa construction, dans sa conception et dans son exploitation. Et c'est un sujet qui arrive dès le départ maintenant. Alors avant, ça arrivait un peu plus tard. Là, ça vient dès le départ. Pourquoi ? Pour éviter d'avoir un stop du projet pendant la phase d'instruction, parce que légitime ou non, il peut y avoir des recours ou des questions du public ou des services instructeurs pour dire non, c'est pas suffisamment le gain environnemental, économique, sociétal n'est pas suffisamment fort par rapport aux impacts que le bâtiment crée. Et c'est ça qui est nouveau depuis avant Lausanne, avant sa réglementation, c'est que ça devient maintenant le sujet sur la table dès le début. Et alors justement, lorsqu'on conçoit un projet, il y a bien sûr la maîtrise énergétique qui est un vrai sujet, mais il y a aussi celui des matériaux qu'on va utiliser, et en particulier des matériaux bas carbone, dont on parle de plus en plus, et qui vont permettre aussi, qui vont contribuer à la réduction de l'impact environnemental du bâtiment, Marc.
Oui, bien sûr, et c'est sans doute le sujet le plus nouveau, Oui. parce que beaucoup moins réglementé en réalité. Alors quand on dit pas réglementé, aujourd'hui, c'est vrai qu'il y a des réglementations énergétiques. Les réglementations carbone, elles arrivent en France avec la RE 2020, mais elles ne touchent pas encore la logistique. Alors on l'attend, hein. Normalement la RE 2020 doit sortir cette année, à l'été, pour les bâtiments industriels. Oui. Il n'empêche qu'elle ne touchera quand même pas, étonnamment, les bâtiments logistiques qui ne sont pas chauffés. C'est-à-dire que les bâtiments logistiques non chauffés ne vont pas être obligés de faire des efforts sur leurs matériaux de construction. Et on l'oublie souvent, en fait, parce que notamment grâce à l'énergie décarbonée française, en tout cas l'électricité décarbonée française, il y a plus de 70% du carbone d'un bâtiment qui est dans les matériaux de construction. Ouais. Donc ça, c'est vraiment une chose à avoir en tête, hein, parce que c'est en plus une spécificité française et également une spécificité du bâtiment logistique qui, par nature, est quand même foncièrement sobre. Alors, quand on parle de matériaux décarbonés, on parle de quoi exactement? Donc, quand on parle de matériaux décarbonés, on parle, et là aussi, on parle à 80%, le carbone d'un matériau, c'est l'énergie qu'il a fallu dépenser pour produire ce matériau. Donc, on parle finalement du matériau lui-même et de l'industriel qui a produit le matériau. Et si on regarde, et c'est vrai qu'aujourd'hui, on a donc des ACV, ces analyses de cycle de vie, qui nous permettent de mesurer ça, alors j'allais dire très précisément, de plus en plus précisément en tout cas, et dans les matériaux du clos couvert et des finitions, ça devient vraiment très, très mature. Et donc, on parle évidemment, 1, du béton, 2, du métal, et 3, à équivalent, j'ai envie de dire, de l'isolation et de l'étanchéité sur la toiture. Et ce sont vraiment les matériaux sur lesquels il faut se focaliser. En réalité, il faudra aussi se focaliser sur les équipements techniques, mais là, on est moins mature sur la mesure, donc c'est pas si simple de savoir ce qu'il faut faire quand on ne sait pas bien mesurer. Ça va clairement venir, et c'est en train de venir, mais il y a déjà beaucoup à faire dans le béton, le métal, les isolants, l'étanchéité. Et les industriels s'y mettent. Et nous, GSE, d'ailleurs, on travaille de plus en plus avec les producteurs de matériaux, justement, pour les pousser à s'y mettre. Alors, je crois que j'entendais, ArcelorMittal investit fortement. On est à ce niveau-là. C'est-à-dire que nous, on aura du métal décarboné quand il y a des hauts fourneaux électriques qui existeront en France. Alors, c'est pas tout à fait vrai, parce qu'il y a déjà des fours électriques qui peuvent exister. D'ailleurs, pas en France pour l'instant, mais aujourd'hui, le métal décarboné en France vient de l'étranger. Les charpentes en bois, c'est... Alors j'y viens parce qu'effectivement, il y a remplacé les matériaux. J'ai presque envie de dire, la mauvaise nouvelle, c'est que ça ne sauvera pas la planète. Parce que aujourd'hui, typiquement, dans le bâtiment logistique, on sait très bien remplacer des charpentes béton en charpente bois. C'est très bien, ça fonctionne bien. Et d'ailleurs, en fait, c'était fait même avant qu'on parle de carbone. La réalité, c'est que le carbone, il est beaucoup plus dans le dallage et beaucoup plus dans les murs coupe-feu. Et ça, pour l'instant, en tout cas le dallage, je suis d'une certitude, c'est qu'on ne le fera jamais en bois, en tout cas pas celui du sol. On parle des coquilles huîtres, c'est quelque chose, c'est un gadget ça ou Non, il y a beaucoup de choses. En général, effectivement, il y a beaucoup de revêtements qu'on va plutôt mettre à l'extérieur. C'est vrai que les parkings, les trottoirs, c'est vraiment un grand domaine où il y a de l'innovation. C'est pas là où il y a les plus grandes surfaces quand même, et pas là où il y a le plus de carbone, donc ça permet de tirer l'innovation, mais aujourd'hui les plus gros impacts écologiques qu'on a, c'est en décarbonant le béton. Et là aujourd'hui, GSE, on travaille beaucoup avec, y compris dans la chimie du béton, c'est-à-dire finalement on fait des bétons qui sont même plus normés tellement ils sont différents des bétons. Quand je parle de béton, évidemment, en fait, il faut aussi savoir que le béton c'est 90% de gravier, 10% de ciment. Mais le ciment, c'est 90% du carbone et le gravier, 10%. Donc, en fait, on parle du ciment. Et donc, c'est décarboner le ciment. Et décarboner le ciment, c'est c'est pour beaucoup changer, en tout cas, les plus gros impacts se font dans le changement de chimie du ciment. Et on a un gros impact potentiel. Et la bonne nouvelle, c'est que ça devient mature, c'est industriel. Il y a des nouveaux cimentiers qui ont des usines qui fonctionnent, qui peuvent produire des milliers de tonnes de ciment, des centaines de milliers de tonnes de béton qu'on peut mettre en place. Et typiquement, chez GSE, on a généralisé un type de béton bas carbone dans le dallage, qui est certainement le plus gros impact qu'on puisse avoir aujourd'hui. Et c'est tellement important que désormais, on a une norme sur le béton qui permet non plus de parler de béton bas carbone, parce qu'on commençait à parler de béton bas carbone, de béton très bas carbone, de béton ultra bas carbone. Bon, la bonne nouvelle, c'est qu'il y a une norme désormais qui va nous donner des classes de niveau de décarbonation du béton. Et ça va nous aider aussi à être plus efficace. Mais on trouve, aujourd'hui, on trouve des
des bétons qui sont 70% moins carbonés que c'est énorme. initialement, et qui sont industriels, et j'ai envie de dire, dont le surcoût Oui, tend vers zéro. C'était ma prochaine Il va question. tendre vers zéro avec l'industrialisation. D'accord. Donc plus on a. J'allais demander justement quel était l'impact sur le coût du bâtiment. C'est pour ça que je mise beaucoup sur le béton, parce que c'est vraiment, c'est une solution qui n'est pas révolutionnaire, mais qui permet d'être vraiment industriel, d'être dans les prix du marché et de faire des impacts significatifs. Ça ne veut pas du tout dire qu'on ne va pas travailler sur des changements de matériaux, sur des matériaux biosourcés, sur des matériaux géosourcés, sur des matériaux les coquilles d'huile, je ne sais pas ce qu'il faut dire, si c'est... Mais il y a beaucoup d'innovation qui se fait là-dedans aussi. Alors bien sûr, vous pouvez vous poser vos questions dès maintenant et nos intervenants y répondront à la fin des débats. Quand on parle de bâtiments du futur, on parle de quoi? C'est des bâtiments qui vont être plus grands, plus hauts? Comment vous voyez le bâtiment de demain, Vincent? Alors c'est vrai qu'on a tendance à monter. Oui. On se souvient qu'on classait les bâtiments classe A en 2003. Un classe A, c'était 9,30 m de hauteur par le CELOG. Aujourd'hui, le standard, on se dit que c'est 11,70 m, 75 dans ces eaux-là. Donc on monte, donc on met plus de quantité. Et c'est vrai qu'en immobilier logistique, on parle souvent en mètres carrés, alors qu'on devrait parler en mètres cubes. Les utilisateurs parlent en nombre de palettes. Certains, c'est vraiment en cubic meters. Donc voilà, on n'a pas encore pris la tendance de parler en mètres cubes. Et on le voit depuis certaines années, on essaye de monter encore un peu plus haut. FM Logistique avec NG Concept le faisait déjà. On était à 13,70 m de mémoire. Maintenant, et ça choquait personne finalement. Et ça choquait personne et ça fonctionnait. Et ça fonctionne depuis des années. Alors, ce n'est pas tout à fait les mêmes normes de sprinkler, quelques coûts, et je laisserai GSE en parler, mais supplémentaires. Mais aujourd'hui, on voit des bâtiments qui s'élèvent à 15 mètres, parce que aussi les technologies qui vont à l'intérieur évoluent. On a des chariots élévateurs automatisés qui montent plus facilement à 15 mètres. Un cariste, c'est compliqué de manipuler une palette à cette hauteur-là. Donc les technologies évoluent, ce qui permet de densifier. Mathieu parlait tout à l'heure de densification des fonciers. On monte un peu plus haut, on prend moins de surface. Et j'espère que, en tout cas, nous on discute beaucoup avec des investisseurs. On leur dit c'est l'avenir, allez-y, parce que c'est un choix aujourd'hui. Le standard n'est pas à 15 mètres. C'est pas encore la norme. Il y a quelques contraintes aussi réglementaires de sprinklage. Donc ça s'adapte peut-être pas à tout le monde, mais en tout cas, on avance. Quelques exemples. Nestlé avec SPI Logistique à Saint-Vulbas est en train a sorti, non c'est déjà fait, un bâtiment à 15 mètres de haut. Aujourd'hui, il y a un autre projet à Ferrières-en-Gâtinais pour Unilever et GXO, aussi à 15 mètres de haut. Donc voilà, c'est une tendance, principalement sur la palette complète, là, les sujets dont je parlais. Je pense que ça peut se faire aussi sur des petits produits. Exotech ne monte pas encore à ces hauteurs-là, donc voilà, il faut que les technologies s'adaptent, mais c'est une vraie tendance et c'est... Maintenant, est-ce que c'est l'avenir? Je le crois. Et maintenant, il faut regarder. En tout cas, on est passé de 9,30 m à 11,70 m, demain 15 mètres. Moins on a de foncier, plus il va falloir trouver des solutions pour réduire la surface au sol, quoi. Et on le voit dans les 75% des nouveaux bâtiments pris à bail aujourd'hui sont des bâtiments récents. Et donc les utilisateurs demandent en fait. Et on s'aperçoit que voilà, ils vont sur des bâtiments récents. Et pourquoi? Pour les raisons environnementales, on en parlait, les certifications pour étendre le sujet, mais aussi parce que les bâtiments sont plus élevés, et donc on en met plus sur les mêmes surfaces. Pardon. Pour rebondir là-dessus, on voit qu'effectivement, si on se projette sur l'avenir d'un bâtiment à 15 ou 20 ans pour des investisseurs, effectivement, il va falloir aller chercher de la hauteur, des impacts sur le dallage, puisque si on automatise, on mécanise, il y aura quand même quelques sujets, des trames peut-être de bâtiments à revoir pour permettre ça, puisque quand je monte, la trame ne sera pas forcément la même. Donc ça veut dire que c'est la direction dans laquelle je pense, je suis assez convaincu que ça va aller là-dedans, mais ça veut dire que pour les investisseurs, il faut imaginer et accepter, quand je cherche de la modularité, j'augmente potentiellement le coût de mon bâtiment, et donc il y a un optimum à trouver, qui est important.
Mais la direction est dans ce sens-là, et je pense que le bâtiment dans 20 ans, il sera forcément pensé pour être multi-utilisateur, multi-destination. Donc la trame, la hauteur, le dallage, peut-être la flexibilité au niveau des portes, ce sont des sujets de réflexion qu'on peut avoir dès à présent pour imaginer ce que sera l'entrepôt de demain, modulo, ce dont on a parlé sur la sobriété qu'il pouvait avoir en termes de performance énergétique. Oui, Mathieu. Oui, en fait, c'est vrai qu'il y a déjà un mouvement de fond en fait, qui s'est initié depuis quelques années, parce que, je le simplifie, mais on a posé un bâtiment par-dessus un autre, donc c'est ça la tendance qui se fait, parce qu'on arrive à mettre ça dans des équilibres économiques dans certains endroits. Parce on maîtrise un produit relativement standard en mettant un bâtiment à étage. Les bâtiments industriels, logistique industrielle, on va aller chercher de la hauteur ou on automatise. Elle amène de nouveaux enjeux et c'est vrai que là encore, on n'a pas réussi à entraîner avec nous le milieu des investisseurs vers ces bâtiments qui sont ultra spécifiques, parce que ça amène beaucoup d'incertitudes sur la viabilité économique dans le temps. Un bâtiment industriel va nécessiter, au-delà des impacts coûts comme tu disais, mais aussi d'emmener avec nous l'ensemble des autres parties prenantes, parce qu'un bâtiment plus compact, avec plus de matière combustible, en cas d'incendie, plus d'impact sur les voisins. Donc quand on parle d'un territoire, quand on parle des services instructeurs, les premiers bâtiments en grande hauteur, on faisait 40 mètres automatisés quand on allait voir les pompiers pour expliquer les impacts, comment on allait... C'était l'inconnu. On le vit aujourd'hui avec les data centers. On est sur des technologies nouvelles, des impacts nouveaux. Donc il y a le milieu des investisseurs qui est aujourd'hui le principal accélérateur. Donc bâtiment à étage, ça marche. Bâtiment industriel, c'est plus dur. Si l'industriel veut investir là-dedans, dans son outil, il le fera. Mais il le fera que s'il est là. Les investisseurs n'ont pas encore les clés pour amorcer ce type d'investissement. Et derrière, il y a un mouvement qui se fait, ou qui doit se faire encore, qui doit s'accélérer avec toutes les autres parties prenantes. Si on fait un bâtiment à étage, il y a toute l'urbanisation qui avait été imaginée pour ce territoire-là, tout d'un coup, je prends un exemple logistique, un bâtiment de 30 000 m² avec, 80 poids lourds par jour ou 100 poids lourds par jour, si on fait le double, il en faut 200 qui arrivent. Là où le foncier était imaginé dans avec des infrastructures en termes de voirie pour les poids lourds, un bâtiment automatisé en termes de puissance électrique qu'on va amener. Donc il y a encore cette étape-là qui n'est pas encore complètement, lancée, parce que on doit amener les investisseurs, on doit arriver à se projeter dans ce type de bâtiment du futur, et emmener avec nous aussi les territoires pour organiser les infrastructures, les documents de planification et d'urbanisme pour accepter... Et là, on est un peu à l'entre-deux. C'est un mouvement qui est en marche, et qui est la prochaine étape, je pense, pour aller vers cet immobilier du futur, parce qu'on n'y est pas encore tout à fait. On se heurte à des modifications de PLU dès qu'on va chercher la hauteur. Et tout ça, les gens en prennent conscience et on y travaille. Mais c'est vrai que c'est la prochaine étape à très court terme, c'est ça, c'est de faire bouger les territoires. Louise, vous sentez une certaine frilosité de la part des investisseurs pour ces projets-là ? Non, nous, effectivement, dans la recommandation qu'on doit faire pour nos clients investisseurs, on doit trouver cet équilibre entre investir des sommes plus importantes aujourd'hui et convaincre sur le fait que dans la durée, en tout cas, il y a un intérêt majeur pour eux. On est effectivement dans une période de bascule, on le voit, on s'interroge, donc sans parler forcément des bâtiments à étage, mais juste sur la hauteur libre dans un entrepôt standard. On s'interroge sur la hauteur minimum qu'on souhaite avoir aujourd'hui, avec toujours cet équilibre-là. La résilience, globalement, de nos bâtiments, on est investisseur long terme, c'est au centre en fait, de notre sujet. On a besoin d'avoir une valorisation à date, mais aussi dans 20 ans. Et ça touche tous les enjeux environnementaux, mais ça touche évidemment l'usage. Et donc là, aujourd'hui, des bâtiments de 15 mètres, ce sont des choses qu'on envisage en se disant qu'en fait, on doit correspondre demain à ces nouveaux usages. Et notamment la robotisation dans les entrepôts ont des perspectives de pouvoir monter davantage en verticalité. Donc on doit effectivement pouvoir offrir des bâtiments notamment de 15 mètres. Est-ce que ce sera une norme demain ? Ça, on ne sait pas encore aujourd'hui, évidemment, mais pour autant, un standard d'une certaine typologie logistique, certainement. Et après, sur les bâtiments à étage, on a effectivement la conviction quand même que sur certains fonciers, notamment, donc sur des anciennes friches, ou en tout cas des localisations très prime aux portes des villes, il y a des bâtiments qui ont une cinquantaine d'années aujourd'hui qui ont été pensés pour la logistique à étage, qui fonctionnent encore aujourd'hui très bien. Donc on croit en ces modèles-là. Effectivement, ça nécessite de travailler avec les politiques, puisqu'il y a tout un sujet d'infrastructure à créer. Il faut rassurer évidemment tous les riverains
Et les politiques sur l'usage réel du bâtiment, sur la notion de flux, c'est au centre des discussions quand on réfléchit ce type de bâtiment. Mais il semble quand même raisonnable de se dire qu'effectivement, sur des fonciers de plus en plus, dans des zones urbaines de plus en plus denses, on doit verticaliser pour offrir en tout cas des surfaces qui sont en demande aujourd'hui. Si je peux me permettre pour rebondir sur ce que dit Louise, la notion des bâtiments à étage, effectivement, on est assez convaincu chez GSE qu'ils trouvent tout leur sens en proximité des vrais pôles urbains sur des localisations prime, où demain la logistique sera du J0, donc il faudra bien qu'on ait une proximité de bâtiments logistiques des pôles urbains vraiment très connectés. Et le devenir des bâtiments à étage se trouve là, me semble-t-il, là-dessus. Et techniquement, on sait les faire. Après, il y a quelques sujets de réglementation. Est-ce que demain, je peux faire d'ICPE sur du R+3, R+4 ? On trouvera des réponses. Elles ne sont pas toujours aussi évidentes que ça. Mais je rebondis sur ce que disait Louise. Je suis tout à fait convaincu qu'il y a un avenir sur ces bâtiments à étage, sur des zones urbaines très concentrées, à proximité. Voilà. Et on doit repenser notre schéma là-dessus. Et pour ramener à une formule un peu simple, le bâtiment logistique dans 20 ans, il sera haut, il sera vert, il sera flexible et il sera automatisable. C'est les 4 mots qui me semblent importants. D'accord. N'hésitez pas à poser vos questions dès maintenant. Surtout, posez tout ce qui vous semble intéressant à poser et nos intervenants y répondront tout à l'heure. Il y a un autre sujet aussi qui concerne le bâtiment de demain, c'est le bien-être au travail. C'est un sujet qui est partie intégrante finalement des objectifs RSE des entreprises, le bien-être au travail. Comment faire que les collaborateurs se sentent bien à leur poste. Qui souhaite répondre? Hier, j'ai visité le siège social de GSE. Je crois que pour ce qui est du bien-être au travail, vous avez fait des temps vraiment. C'est superbe. Non, bien sûr, c'est environnemental et social. Ouais. Et le social commence par les utilisateurs des bâtiments. Et c'est clairement les politiques RSE de toutes les sociétés aujourd'hui prennent ça en compte. Et on le ressent très, très bien. La réalité quand même du bien-être au travail, c'est que, et ça moi j'ose le dire, ça ne va pas avec la sobriété. C'est difficile il y a un arbitrage à faire à un moment donné entre être sobre et être bien. Vivre à 12 degrés ou vivre à 16 degrés, il y a clairement un arbitrage à faire. Et on ne consommera jamais moins à 16 degrés qu'à 12 degrés. Oui, donc, on peut privilégier aussi la lumière du jour, par exemple. Voilà, il y a les sujets de lumière du jour. Effectivement, ces bâtiments qui sont impactés parce qu'on vit quand même beaucoup dans le noir. Alors heureusement, on a beaucoup de lanterneaux. Mais là aussi, les lanterneaux, c'est un vrai sujet thermique. Beaucoup de lumière, c'est difficile de faire en sorte qu'il ne fasse pas chaud l'été si on ne climatise pas parce que quand on laisse rentrer la lumière, on laisse aussi rentrer la chaleur. Donc voilà, donc pour moi, il y a vraiment cet arbitrage sobriété et confort. Et voilà, confort lumineux, confort thermique. On ne parle pas encore beaucoup du confort acoustique dans les entrepôts, on en parle beaucoup dans les bureaux, de plus en plus dans les bureaux, mais c'est peut-être aussi un sujet qui peut arriver, en tout cas dans les industriels, c'est un peu plus un sujet. Et ça complexifie, ça renchérit le bâtiment, mais c'est hyper important et c'est systématiquement évoqué. Et pour rebondir dessus, sur le confort au travail, la logistique a quelquefois des difficultés à recruter du monde, donc il est important pour les opérateurs de pouvoir recruter. Les bassins d'emploi sont un des critères de localisation, mais la disponibilité de la main-d'œuvre aussi. Donc, c'est pour ça que la notion du bien-être est quelque chose qui est pris en compte le plus en amont. Lumière, bruit, des espaces communs ou des espaces de détente, des intégrations paysagères des bâtiments travaillent là-dessus. Et un autre phénomène qui va, je dirais, améliorer le confort au travail des gens vraisemblablement, c'est l'automatisation d'un certain nombre de tâches. Les exosquelettes que l'on voit arriver dans le domaine de la logistique vont diminuer la pénibilité du travail et c'est là où tout le monde, tous les éléments, tous les exemples qu'on a pris depuis tout à l'heure vont aussi dans cette direction. C'est pas que lumière, bruit qui compte, ou thermique. Mais on le voit avec nous dans nos relations avec les locataires, effectivement, c'est un sujet qui est de plus en plus au centre. Alors, qui revient tous les ans, notamment pour les définitions de température de chauffe. C'est un levier majeur, la température dans l'entrepôt. Mais on le voit aussi sur toute la sécurité des personnes qui travaillent. C'est des activités à risque, même de travailler en logistique aujourd'hui. Il y a de plus en plus de regard qui est porté dès la conception, mais même dans l'utilisation du bâtiment, sur les traversées des routes poids lourds, etc. Il y a de plus en plus d'innovation, en tout cas de recherche sur la gestion des flux qui se pose, parce que vraiment, donc, protéger les salariés, c'est aujourd'hui au cœur des préoccupations, et c'est pour tout le monde, pour le concepteur, l'exploitant, le bailleur, c'est très très important. Et on voit quand on fait visiter des bâtiments à des utilisateurs et gardes. Le premier sujet, sécurité, c'est la base. On va au travail,
c'est un métier humain, hein, on parle d'automatisation, mais c'est d'abord des hommes qui font qu'on soit livré tous les jours. Sécurité, tout ce qui est système pour bloquer le bloc-roux, voilà. Il y a les bureaux, ce que tu disais Louise, l'intérieur des bureaux. Le beau est important, le vert, on voit des cuves de sprinklage en préparant, sont peintes parfois. Quand on arrive sur un bâtiment et qui est beau, ben voilà, on est plus agréable. Vous avez visité chez GSE, vous avez trouvé peut-être ça beau. Bien, allons au travail et soyons un peu... Bon, je suis dans... Autrefois, les locaux sociaux étaient... Voilà, c'était au fond, caché, et maintenant on met de la lumière, et avec des matériaux de qualité. Oui. Et ça explique certainement aussi ces prises à bail sur les bâtiments neufs. Donc il y a à la fois les certifications, l'aspect environnemental qui fait que c'est des bâtiments qui normalement ont des charges plus faibles, donc il y a un intérêt économique pour l'utilisateur, mais il y a aussi la qualité du bâtiment pour ses salariés. Et effectivement, aujourd'hui, on peut plus se permettre, même sur des bâtiments très anciens, de proposer des plateaux de bureaux qui n'ont pas été rénovés en disant ça vous en occuperez. Ça ne fonctionne plus. En tout cas, en pratique, on doit se mettre aux normes et proposer des bâtiments modernes. Chez Confluence, oui, c'est... Bien sûr qu'on regarde ces aspects-là tant dans l'aménagement, dans la conception générale d'un plan masse, parce qu'on parlait de l'intérieur des bureaux, mais aussi c'est sa localisation. Il faut qu'il soit plus proche de l'outil de travail. Il ne faut pas que les salariés doivent traverser tout un site sous la pluie pour accéder à des bureaux. Enfin, c'est sûr qu'il y a un regard qui est porté sur l'agencement, la fonctionnalité d'un site, l'accessibilité aussi à ce site. Est-ce qu'il est desservi par des réseaux de bus à l'extérieur? Ce qui se passe dans les bureaux, ce qui se passe en dehors des bureaux dans le site et ce qui se passe en dehors du site. Et c'est vrai qu'on regarde tous ces étages-là dans la conception parce que le bien-être, il commence, entre guillemets, pas quand il quitte son domicile, mais quand il va arriver sur le site. On n'a pas forcément la maîtrise de ce qui se passe complètement dehors, mais on a un regard critique sur comment, quand on propose un site à un client, comment les salariés vont venir s'y rendre. De calibrer le stationnement, alors un équilibre entre pas trop faire de stationnement pour l'artificialisation, mais comment est-ce qu'on a une offre de stationnement compatible avec les effectifs. Et le programme environnemental, la conception, elle est importante. Et moi, j'adhère à tout ce qui a été dit. C'est quelque chose que l'on regarde. Mais il y a aussi, on se rend compte, nos clients nous disent, nos salariés s'intéressent au programme environnemental du bâtiment dans lequel ils vont. Il y a le bien-être du bureau, mais il y a aussi être en phase avec les valeurs de son employeur. Ou en tout cas, il ne faut pas que le site donne une image de hangar agricole qui a tartiné, qui a brûlé tous les arbres pour s'implanter. Parce qu'il y a une question de... Les gens, c'est vrai, ont envie d'être fiers quand ils viennent travailler. Je travaille là et ce bâtiment-là, il est aligné avec mes valeurs. On n'est pas 100% aligné, mais en tout cas, correspond entre guillemets à un minimum de valeur que j'aspire d'un point de vue environnemental. Ça, je pense qu'on le retrouve de plus en plus, mais ça, c'est sociétal. Et on en prend soin. Et toujours, moi, avec ma brique de développeur et d'aménageur, si un projet s'est fait à rebours de toutes les associations, de tous les riverains, c'est impactant. On a des clients qui ont refusé pour nous de venir sur des sites greenfield, donc terrain plutôt naturel, parce que dans les valeurs d'entreprise et par rapport à leurs salariés, ils ne veulent pas dire qu'ils sont venus sur un site qui a tartiné sur un ancien terrain agricole. Bon, voilà. Et je trouve ça vachement intéressant. Mais on compose avec ces nouvelles données. Ouais. Quand on parle de bien-être au travail, on pense à l'aménagement intérieur, mais est-ce que l'aménagement extérieur, est-ce que l'esthétique du bâtiment est importante aussi, déjà pour les collaborateurs, mais aussi pour l'acceptabilité dont on parlait tout à l'heure au sein des communes, des associations, des riverains? Est-ce que c'est quelque chose d'important de présenter, de venir avec un projet, de dire regardez le bâtiment, il sera beau? Est-ce que c'est quelque chose qui est essentiel? Oui. Essentiel, ouais. Les couleurs, Ouais. on voit derrière vous, voilà, et chacun a sa charte graphique aussi. Mais aujourd'hui... Et ça, c'est bien pris en compte. Oui. Oui. Et effectivement, la logistique a des choses à prouver certainement dans ce domaine, puisqu'on revient quand même de loin. Je pense qu'il ne faut pas l'image de la logistique vient de quelque part, et donc il y a énormément de travail encore à faire, mais aujourd'hui, c'est un sujet qui est totalement intégré.
Il y a des parties du bâtiment où c'est plus simple de le travailler, évidemment, avec des grands projets paysagers, avec des plots bureaux. Il y a des zones où on est plus à l'aise aujourd'hui pour proposer des innovations et s'améliorer, mais il y a encore du chemin. C'est marrant, il y a 20 ans, ou 20 ou 30 ans, on avait le bâtiment, donc l'entreprise qui avait un logo rouge, il faisait un bâtiment rouge, l'entreprise qui avait un bâtiment bleu, c'était bleu. Et on voit les vieux bâtiments, quand on passe sur l'autoroute, des fois on voit un bâtiment un peu ou blanc, par exemple, en intégration paysagère, sauf en Norvège, mais c'est dur le blanc. Et c'est vrai qu'on le voit sur la zone, il y a des chartes architecturales et paysagères que les aménageurs se sont empressés de mettre en place sur les territoires pour pas que les gens fassent n'importe quoi. Mais j'ai envie de dire, tout le secteur de la logistique s'est aligné pour dire, bon, si on veut que ça passe sur un territoire, faisons des bâtiments qui ont le moindre impact environnemental et architectural ou visuel. Surtout si on va chercher de la hauteur, il faut qu'on arrive à gommer visuellement, autant que faire se peut, ces bâtiments-là. Et il y a un gros travail qui est fait. Et on voit la différence aujourd'hui, il y a 30 ans, quand on fait cet historique, c'est assez flagrant. Il y a encore quelques exceptions, on a des bâtiments bleus suivant les marques, mais c'est de moins en moins le cas. C'est de moins en moins le cas. Pour rebondir sur ce que dit Mathieu, effectivement, il y a des choix de matériaux que l'on voit apparaître de plus en plus, que les architectes préconisent, qui essayent d'embellir au moins le bâtiment sur sa façade extérieure. Et un phénomène aussi qu'on voit grandir depuis un certain nombre d'années, c'est l'importance des chartes paysagères autour d'un bâtiment, qui était très peu une préoccupation, objectivement, il y a une quinzaine ou une vingtaine d'années. Voilà, on plantait un peu de gazon et trois fleurs, et puis on était content. Aujourd'hui, il y a un vrai travail sur le paysager qui est fait autour du bâtiment, qui facilite son intégration paysagère et qui est nécessaire. Et qui, on le voit justement sur cette image, qui en plus allie le beau et le bien, le bien étant au sens de l'écologie. Et aujourd'hui, on fait travailler les écologues et les paysagistes pour qu'ils sortent des espaces verts qui soient à la fois agréables à voir et utiles à la biodiversité. Est-ce qu'il suffit d'être certifié justement pour être au top? Non, c'est pas suffisant, mais c'est obligatoire. Ouais. Alors après, certifié, ça veut tout dire et rien dire. Il y a tellement de différentes certifications, surtout différents labels, et puis et tellement de niveaux et puis elles évoluent d'évolution, effectivement. Tout le temps. Voilà, aujourd'hui, je crois qu'il n'y a plus personne qui fait un bâtiment BREEAM en dessous de Very Good. Oui, enfin, Very Good, excellent. Voilà. Maintenant, elles sont. On est excellent. Ça suffit plus puisqu'on vient y rajouter des labels. Je crois que ce bâtiment, il a 5 labels en plus d'être BREEAM. Des labels sur la biodiversité, des labels sur le confort des utilisateurs, des labels sur le... Biodiversity. Donc on parle de biodiversity beaucoup, effectivement. Les labels sur le bas carbone qui commencent à arriver. Alors, sur le bâtiment logistique, j'en profite pour faire la pub puisqu'on travaille, il va sortir en 2026 un label LCBI, qui est un label vraiment bas carbone dédié au bâtiment logistique sur l'ensemble de l'Europe. B Corp aussi maintenant. Alors B Corp, c'est pour les sociétés, vraiment les bâtiments. Non, mais on a des bâtiments, des labels biosourcés, on a des labels sur l'économie circulaire aussi, le Circolab. Et bien souvent, on commence à les voir se cumuler pour justement montrer qu'on a des focus et des focalisations très importantes. Et je pense que c'est un début. Côté développeurs et investisseurs, on a, nous, de toute façon, assez de comptes à rendre pour ne pas forcément avoir besoin de ces labels pour mettre en place tout ce qui est demandé derrière ces labels. En revanche, c'est une garantie pour l'utilisateur derrière qui n'a pas à rentrer dans le détail ou à se préoccuper en réalité de tout ce qu'on a mis en place. Il sait le niveau de standard de ce bâtiment. C'est là où notamment un label comme BREEAM est de plus en plus regardé par des utilisateurs. C'est vrai que nous, en tout cas côté investisseur, on a nos exigences qui dépassent parfois ces labellisations-là, puisque toujours dans une inscription de long terme, en tout cas, on souhaite même devancer un petit peu certaines positions de label qui s'arrêtent effectivement sur les standards 2026, etc. En fait, ce qui est bien, je trouve, aujourd'hui, c'est que tout le marché s'est mis sur le fond. Et au début, c'était peut-être la forme, et sur le fond. Mais malgré tout, il faut garder la forme, parce que s'il faut expliquer à des salariés ce qu'il y a derrière le BREEAM ou le label Biodiversity, on n'arrive pas à le pitcher en 2 minutes dans un ascenseur. C'est compliqué. Et le label BREEAM, excellent, etc., on comprend déjà quand on l'écoute que c'est déjà bien, mais c'est difficile à verbaliser, et c'est un sujet que tout le monde, sur lequel tout le monde s'intéresse. Et il faut trouver une manière de donner un référentiel très lisible pour que les gens se disent « oui, ce bâtiment correspond à un standard élevé environnemental » ou non. S'il faut venir avec 300 pages de notre cahier des charges dans l'ascenseur, il faut passer une semaine pour expliquer. Le label, il apporte ça quand même. Il y a un côté vertueux. Il avait été peut-être un peu détourné au début parce qu'on mettait le BREEAM, peu importe ce qu'il y a dedans, et c'était je cochais une case. Mais il faut bien à un moment donné quelqu'un
au bout de chaîne qui coche une case pour lancer l'opération, surtout sur les financements. Et il ne peut pas rentrer dans une multitude de détails. Et c'est vrai pour le public, c'est vrai pour une collectivité, c'est vrai pour une association. Ça permet quand même de rapidement donner le niveau environnemental d'une opération, c'est bien déjà. Et on a besoin d'aligner tous notre vocabulaire. Donc c'est le cas sur certaines labellisations, mais aujourd'hui, par exemple, sur le carbone, c'est ce qui était dit tout à l'heure. Qu'est-ce qui est bas carbone réellement? Qu'est-ce que ça veut dire? Même qu'est-ce qu'on compte dans une ACV? On fait un bâtiment net zéro, etc. On a besoin d'aligner notre vocabulaire et là, les labellisations sont utiles dans ces cadres-là. Dans le cadre de la raréfaction du foncier, il y a aussi cette volonté peut-être de conserver des bâtiments et puis de se dire, plutôt que de construire un bâtiment neuf, le rénover, en faire quelque chose de différent, de plus beau, de plus aux normes. Est-ce que c'est une tendance, je sais que GSE a développé vraiment toute une activité autour de ça. Est-ce que c'est vraiment une tendance forte aujourd'hui? Oui, ça le devient. Oui. Ça le devient très clairement et en fait c'est une tendance qui est inéluctable parce que la finitude du monde tout simplement nous oblige à réutiliser à peu près tout. Oui. Les friches, c'est réutiliser des terrains, la rénovation, c'est réutiliser des bâtiments. On arrive également aussi de plus en plus à réutiliser des matériaux dans cette économie circulaire, mais tout ça est en fait une obligation et qui est de très loin le meilleur impact environnemental qu'on puisse avoir sur notre milieu. C'est-à-dire que décarboner le béton, c'est rien par rapport à réutiliser un bâtiment ou réemployer des matériaux. Ça revient plus cher de rénover un bâtiment que d'en construire un neuf? C'est assez difficile de répondre à cette question parce que ça dépend vraiment, on est sujet par sujet, actif par actif, ça nécessite. Et quel type de rénovation je vais aller chercher, quel type de nouvelle destination. Donc je dirais que ça dépend vraiment des travaux qui vont être engagés, mais... ça vaut le coup dans tous les cas de se poser... Ça complexifie, quoi qu'il en soit. C'est déjà une approche qui est beaucoup plus compliquée à mettre en place. Et lorsque nous, dans une démarche de contractant, lorsqu'on garantit un prix, un délai, il y a tout un tas d'études préalables que l'on doit faire parce que est-ce que ma charpente va supporter ça? Est-ce que ce que je vois est bien ce que je vais découvrir une fois que je vais démonter? Voilà. Donc on a une complexité dans le montage du projet qui est un peu plus compliquée. Et c'est pas que je ne veux pas répondre, mais je trouve que la réponse serait quoi qu'il en soit imparfaite. Tout dépend du contexte, en fait. Voilà, la rénovation, les friches industrielles ou les bâtiments, en tout cas, à reconvertir. Il y a la reconversion et il y a la rénovation. Et la reconstruction. La rénovation de bâtiments logistiques, déjà, on a un cadre qui n'a pas beaucoup évolué dans ses dimensions sur les 10 dernières ou 20 dernières années, même si on est passé sur des cellules plus grandes, etc. Mais quand même, ça ouvre beaucoup d'inconnus sur la capacité du bâtiment à accueillir les nouveaux standards. Parce que la question qui se pose, mais ça c'est plutôt les investisseurs qui le diront, mais combien je mets et est-ce que mon bâtiment redevient dans les niveaux standards du marché et combien il vaut? Et c'est toujours cet équilibre-là qui n'est pas facile. Et sur les friches industrielles ou les bâtiments plutôt existants, quand on réfléchit à une reconversion, très souvent, en tout cas, nous, ce qu'on voit, c'est je rase et je refais. Parce que ça amène beaucoup de contraintes. Les très vieux bâtiments, parce qu'ils sont plus aux normes en hauteur, ils sont tout petits. Dès qu'on va venir parce que la réglementation évolue, notamment au niveau des ICPE, pour élargir le maximum la possibilité d'accueil de l'exploitation, on va mettre des produits spécifiques, plus dangereux. Donc, il faut des dispositions constructives plus protectrices. Eh bien, la question qui arrive souvent, c'est « Ok, je dois investir tant, et avec beaucoup d'inconnus dans la rénovation, et je n'ai peut-être pas un bâtiment standard, liquide. » Et c'est là où, souvent, on arrive pour les très vieux bâtiments, dans une pas une reconversion, une reconstruction du site. Mais ça dépend des contextes. Ça dépend des contextes, oui, tout à fait. Chez CBRE, on voit beaucoup de sujets qui sont en rénovation, et surtout, c'est les impacts énergétiques qui sont recherchés. Principalement, et du coup il y a des investisseurs qui sont vraiment orientés dans ces rénovations. Maintenant, comme le disait Mathieu, un bâtiment s'il fait 9,50 m, qu'il a 20 ans, 30 ans, il fera toujours 9,50 m après la rénovation. Et donc ça limite quand même les besoins. Alors l'emplacement reste clé quand même en logistique, ce que l'on se disait au tout départ. Donc si on est bien placé, d'accord pour de la rénovation, maintenant, ça a ses limites aussi, puisque l'entrepôt reste ce qu'il est, ou les fondamentaux
n'évolue pas. Donc si on le démolit, on peut récupérer les matériaux. C'est l'étape d'après. Nous, Ouais. aujourd'hui, on y réfléchit et je pense que c'est vraiment un sujet du bâtiment du futur, de l'imaginer flexible, mais finalement, peut-être que la flexibilité la plus simple à avoir, c'est la déconstructibilité facilitée Ouais. et le réemploi des matériaux. matériaux qu'on a mis en place. Ouais. Et ça, aujourd'hui, on commence vraiment à penser des bâtiments comme ça pour que finalement, ça soit moins impactant de le déconstruire et de le reconstruire, puisqu'on peut réutiliser et réemployer les matériaux. Très dans une démarche d'économie circulaire, quoi, en quelque sorte. Hein. Ouais. Après, Très bien. Écoutez, je crois qu'on a fait un vaste tour d'horizon. Alors, bien sûr, on pourrait encore aborder bien les sujets. Je pense qu'on a juste effleuré le sujet. Mais en tous les cas, ça donnera peut-être l'envie à ceux qui nous regardent aujourd'hui de vous contacter pour en savoir un petit peu plus à la fois sur les technologies et puis sur les projets qu'il est possible de mener dans une perspective de construire le bâtiment de demain. Voilà. Écoutez, un grand merci à vous. Merci à GSE d'avoir pris l'initiative de cette rencontre. Et puis merci à vous, bien entendu, d'avoir suivi. À très bientôt sur le plateau de Supply Chain Village.